Merci donc aux organisateurs du colloque de m'avoir confié cette présidence de session. Je suis touchée, je suis bien sûr très concernée par ce sujet. Je suis très admirative du travail qui a été réalisé par les équipes ces dernières années sur la base du programme du répertoire des ventes d'antiques, mais en élargissant à toutes sortes d'autres moyens de diffusion et de réflexion, dont le colloque international que nous avons aujourd'hui. Je vais donc donner la parole à nos orateurs, non sans avoir dit à quel point j'avais apprécié l'introduction ce matin qui a été faite par Edem Eldem, qui n'est pas selon moi un travail de rabat-joie ou même n'est pas une présentation blasphématoire, mais qui nous a remis dans une perspective qui a induit un changement, une modification de la perspective par rapport aux travaux historiques que nous menons quand nous étudions les collections d'antiquités, les ventes d'antiquités et toute cette circulation des objets qui a produit, dont l'agrégation a produit finalement les grandes collections publiques. Les grands musées achètent encore aujourd'hui des objets qui proviennent des fonds des marchands dont les noms sont ou seront prononcés durant ces journées. Il y a encore un marché de l'art, il y a un marché de l'art même assez actif, et il y a des antiquités qui circulent, et nous ne pouvons pas, en tant que gens du métier, conservateurs, chercheurs, nous dispenser de réfléchir à ce que c'est que le fait de collectionner, surtout aujourd'hui, dans le contexte géopolitique et culturel qui est le nôtre, et dans notre monde global, où nous devons prendre en compte non seulement nos propres intérêts patrimoniaux, mais les intérêts patrimoniaux de la planète. Et ce matin, justement, il y a eu quelques allusions à ces problématiques de transfert culturel, de transfert d'objets, de trafic d'objets, de demande de restitution. Donc nous sommes aujourd'hui dans ce contexte-là. Et il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il faut que les actions que nous produisons s'inscrivent de manière bien consciente et adaptée au monde qui est le nôtre. Donc ce pont entre les études historiques et le présent était vraiment extrêmement nécessaire pour nous remettre dans une dynamique importante et nous montrer à quel point il est important aussi de construire l'histoire, ce qui est donc fait avec tous les travaux qui seront présentés ici, de manière à mieux comprendre et mieux agir dans le présent. Alors je passe tout de suite la parole à Morgan Belzic, qui est doctorant, qui travaille sur les sculptures funéraires de Cyrénaïque sous la direction de François Quérel à l'École pratique des hautes études. Il est aussi chargé d'études et de recherche à l'INHA dans le programme Histoire de l'art antique et de l'archéologie avec Cécile Colonna. Il s'est bien entendu occupé abondamment de ce colloque. Et je voulais préciser également qu'il était extrêmement actif aussi justement sur les problèmes dont je parlais. Il est actif et productif sur la surveillance et la réflexion sur le trafic des antiquités actuelles, en particulier évidemment pour la spécialité qui le concerne. Il va nous tracer une sorte de synthèse sur l'état des ventes et sur la nature des ventes et sur les dynamiques et les phénomènes des ventes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec une communication qui va donc de la vente pour Thalès de 1865 à la vente Tiskiewicz de 1898 pour essayer de caractériser de manière extrêmement compacte ce phénomène tellement foisonnant. Merci. Alors, avant de commencer, juste un petit mot pour l'organisation. Nous avons un café à la pause tout à l'heure et la fin des sessions sera suivie d'un petit apéritif dans la même salle, la salle Abbé Warburg, qui se trouve juste à gauche en sortant de l'auditorium. Alors, sans plus attendre, je commence les vraies choses, j'ai envie de dire, et des choses qui vont rebondir avec l'extraordinaire communication et conférence que l'on a eue ce matin avec Monsieur Demeldem. Et je vous propose donc, pour initier cette session, de nous concentrer sur un des aspects de l'histoire du collectionnisme, à savoir la constitution et la dispersion des collections lors des ventes publiques, dans le cadre du programme commun Louvre-INHA, le répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle, initié depuis 8 ans par Martine de Noyelles et Negin Mathieu, ici même, donc à l'INHA. Nous allons concentrer notre attention sur le dernier tiers du siècle et sur l'un des principaux pôles du marché des antiquités européens avec Londres, Rome et Naples, c'est-à-dire Paris. Paris que l'on considère, pour le marché de l'art en général, être véritablement la capitale du marché de l'art européen de la Belle Époque, jusqu'en 1914 au moins.
Une période qui sépare deux des ventes emblématiques du dernier tiers du XIXe siècle, la vente Pourtalès de 1865 et la vente Tiszkiewicz de 1898. Les ventes aux enchères publiques sont l'un des piliers du marché de l'art et du collectionnisme, drainantes en même lieu, au même moment, amateurs, érudits, curieux, marchands, fédérant quelque peu le monde des antiquaires. Les catalogues de vente, très inégaux, dans leur contenu, sont parfois de véritables petits bijoux scientifiques et apportent un lot considérable d'informations. Il n'est donc pas étonnant de voir ces catalogues de vente traîner sur les bibliothèques des archéologues ou des antiquaires entre deux bulletins de correspondance hellénique ou la gazette archéologique. Il faut comprendre donc l'importance de ces ventes qui non seulement ont une importance économique mais aussi une importance scientifique. Les deux ventes en question sont très différentes l'une de l'autre. Elles furent l'une comme l'autre de véritables événements socioculturels à l'échelle européenne, tant en raison de la nature des collections que de la personnalité des collectionneurs. Deux collections et deux collectionneurs déjà abondamment publiés et documentés. Je vous renvoie par exemple pour Pourtalès aux articles d'Olivier Boisset ou aux parutions récentes d'articles de Mariola Kazimierzak sur Tiszkiewicz. Ce n'est donc pas sur la personnalité des collectionneurs et sur la nature des collections que je m'étendrai davantage. Je m'étendrai vraiment sur ce moment particulier d'une collection à l'épreuve du marteau. Le moment particulier où une collection disparaît, où disparaît l'accumulation du collectionneur pour donner naissance à d'autres collections. C'est-à-dire vraiment ce phénomène de dispersion et de constitution des collections. Alors commençons par la vente Pourtalès, justement. James Alexandre de Pourtalès-Georgier est un collectionneur suisse, d'origine suisse, installé à Paris à partir de 1818 et qui a acheté de manière massive des antiquités auprès des marchands lors de ses voyages et surtout lors des ventes publiques parisiennes où il vivait. Il a installé ses collections à partir de 1840 dans son hôtel particulier, l'hôtel de Pourtalès, au 7 de la rue Tronchet, que vous avez ici représenté dans le journal L'Illustration de 1864. Un hôtel particulier muséifié, plus exactement un musée-hôtel particulier, dans lequel étaient disposées les antiquités au rez-de-chaussée et l'essentiel des peintures et des dessins à l'étage, dans une pièce immense à éclairage zénital. La mort du comte en 1855 n'a pas été, contrairement à de nombreuses collections, synonyme d'une dispersion immédiate. En effet, le comte de Pourtalès avait laissé dans son testament l'intégralité de sa collection à ses 4 enfants, mais avec un acte demandant de ne pas disperser la collection avant 10 ans. Autrement dit, il faudra attendre 1865 pour que les enfants puissent se débarrasser et revendre cette collection. Et cette collection n'a pas été achetée par l'État français, malgré les efforts déployés par le conservateur du Louvre, Adrien de Lamperrier, dans un contexte particulier qui est celui qui suit immédiatement l'acquisition de la collection Campana. Donc cette collection sera effectivement intégralement dispersée, et ce pendant une durée de temps absolument sans précédent et avec peu de comparaison, 2 mois de vente consécutives, du 6 février au 6 avril 1865. Cette vente se compose de 3 parties principales, peintures et dessins, médailles et monnaies, et objets d'art dans lesquels sont compris les antiquités. C'est donc la partie qui va nous intéresser. Cette vente est connue par non seulement les catalogues, mais aussi les catalogues de vente, notamment le catalogue des objets d'art, 300 pages, un catalogue Bible extrêmement important, et les procès-verbaux des archives des commissaires priseurs qui nous indiquent les prix de vente et les acheteurs des objets lors de la vente. Une vente qui figure dans la presse comme un véritable événement d'ampleur nationale et internationale. La Vie parisienne, par exemple, l'hebdomadaire parisien, titre dès le début de la vente une série d'articles, une dernière visite à la galerie Pourtalès, dans laquelle on s'inquiète de la vente, qui va détruire une des plus jolies collections parisiennes. Et on s'étonne au fur et à mesure de la vente des prix considérés comme excessifs, évidemment, atteints par certains objets. Et une fois la vente passée, évidemment, on va déplorer la disparition complète de la collection. La vente Pourtalès apparaît même dans la grande revue parisienne de l'année 1865, en tant que l'un des événements culturels principaux de Paris pendant cette année-là, où la vente Pourtalès est représentée sous la forme d'un petit présentoir autour de la jupe d'une dame. Alors cette collection, de quoi est-elle composée ? Eh bien les catalogues de Panofka en 1834 et les catalogues de Dubois en 1841 nous indiquent donc l'évolution progressive de cette collection dont fait état le catalogue de vente. Et le catalogue de vente a l'avantage de présenter une collection
achevée et complète. Car contrairement à un nombre de collectionneurs contemporains, pour Thalès a peu échangé, peu donné et peu vendu. Le résultat, c'est qu'en 1865, c'est la composition intègre quasiment de la collection. Alors vous voyez évidemment la place extrêmement importante pour les céramiques, notamment les céramiques grecques et étrusques évidemment, les bronzes antiques et les pierres gravées. Mais il faut remarquer aussi une présence très importante d'antiquités égyptiennes et surtout de terre cuite. La vente des terres cuites pour Thalès, dont vous avez quelques exemples ici, ayant précédé et j'ai envie de dire peut-être même encouragé la grande mode des terres cuites et des tanagréennes de la fin du XIXe siècle. Cette vente, d'un point de vue numérique, on le voit, marque la domination des antiquités sur le reste de la collection d'un point de vue numérique par lot, par rapport au reste de la collection pour Thalès. Mais si on regarde maintenant les prix, la donne change considérablement. À trop se concentrer sur les antiquités, on en oublierait que sur les presque 3 millions de francs accumulés lors de la vente, une vente vraiment dantesque, énorme du point de vue des prix, eh bien l'Antiquité a finalement une portion congrue. Ce sont évidemment les peintures qui ont atteint les sommes les plus importantes, et quelques exemples de cette collection fantastique, Antonello da Messina, Rembrandt et Jean-Hugues David figuraient au catalogue. La vente pour Thalès, donc du point de vue des antiquités, ce sont 1414 lots, qui en fait seront 1457 à être vendus, parce que pour un lot, il y a parfois plus d'une dizaine d'objets. Le résultat, c'est qu'il y a plus de 2150 objets vendus lors de la vente pour Thalès. Quelques exemples. La tête de l'Apollon Giustiniani, issue d'une prestigieuse collection italienne, vendue au marchand Rollin pour 47 000 francs, c'est la star de la collection, et elle est acquise par Rollin au profit du British Museum. L'Auguste pour Thalès, acheté par le grand archéologue allemand Wolfgang Helbig pour 26 000 francs, elle est aujourd'hui au musée de Berlin, Wolfgang Helbig étant le représentant du musée. De Trichetti achète pour le duc d'Aumale à Chantilly cette amphore la plus chère vendue pendant cette période-là, l'amphore des Amazones pour 10 000 francs. Sabatier, Raymond Sabatier, grand collectionneur, achète probablement au profit de l'Ermitage ce petit bronze extrêmement célèbre, un petit bronze dédié par un certain Polycrate. Mais il y a des bonnes affaires aussi, comme cette statue cube, un des seuls 6 objets rapportés de la campagne d'Égypte par Napoléon, acheté pour seulement 300 francs par un certain Hogarth pour la collection Amherst, et qui est aujourd'hui à Brooklyn. Et la tête Vaugué, la célèbre tête d'Égine du musée du Louvre, est achetée seulement, j'ai envie de dire, pour 280 francs pour donc le marquis de Vaugué, qui l'allèguera en 1917 au musée du Louvre. Alors si on regarde un petit peu cette collection, on peut voir qu'elle est vraiment représentative de sa période. En effet, il a acheté massivement des objets dans toutes les grandes ventes principales de la première moitié du XIXe siècle, à commencer par la vente Durand par exemple. On peut voir aussi qu'il a récupéré chez les marchands ou par diverses possibilités certains marbres des grandes collections italiennes comme Giustiniani ou Carpegna. Il a récupéré aussi énormément d'objets issus de la vente Choiseul-Gouffier et de la collection Fauvel, étudiée par Alessia Zambon, que je remercie d'ailleurs personnellement de l'aide qu'elle nous a apportée, et qui montre en fait, qui explique plus exactement pourquoi il y a tant d'objets d'origine grecque dans cette collection, ce qui en fait un petit peu un cas unique pour cette période-là. C'est une des collections les plus importantes pour les marbres et les vases provenant de Grèce propre. Mais l'on voit tout de même dans les bronzes, les sculptures et les vases la grande domination, la nette domination des objets d'origine italienne. Peu de diversité du point de vue des provenances, Égypte, Grèce, Italie. Si l'on regarde maintenant du point de vue des acquéreurs, alors il y a un gros problème là malheureusement de compatibilité du matériel, mais vous pouvez voir rapidement que les lots ont été dispersés de manière relativement concentrée. Les principaux acheteurs que vous trouvez à droite, en réalité, sont au nombre de 10 et ils se partagent 50% de la collection. En fait, 50 acquéreurs, parmi les 147 recensés lors de sa vente, se partagent 85% des objets, ce qui correspond à ce qui avait été observé par Isabelle de Cise déjà précédemment pour les ventes Pio. Du point de vue, alors toujours problème, du point de vue cette fois des prix, la domination est encore plus nette. Vous voyez notamment l'impact du marchand Rollin qui achète essentiellement pour les collections britanniques du British Museum en particulier et de Helbig pour le musée de Berlin qui en réalité avec le marchand Roussel vont se partager à eux trois 43% des éléments. Certains acquéreurs ont des comportements très différents. Si vous regardez De Trichetti qui apparaît en rouge ici, il achète seulement 5 lots mais pour des prix considérables pour le duc d'Aumale. Alors que Rousset qui achète pour les mêmes prix, achète plus de 76 lots, Joséphine Rousset achetant pour la comtesse Jaliwinski-Czartoryski, donc la comtesse polonaise, et pour sa collection sur l'île Saint-Louis.
Du point de vue de la dispersion, et c'est bien le problème de ces dispersions, c'est qu'il est très difficile pour nous de retrouver les objets. Nous ne sommes en mesure de le faire que pour un tiers environ, de manière correcte, des objets. Autrement dit, la collection pour Thalès, pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui, nous l'ignorons dans la plupart des cas. On peut suivre simplement le parcours de certains objets depuis leur lieu de fabrication, comme cette pelliquée, jusqu'aux différentes ventes. Et là, on le voit, le système de passage d'une vente à l'autre, de 1836, 1845, 1865, jusqu'à ce qu'elle arrive, heureusement, dans un musée qui est un petit peu la prison de l'objet, le moment où elle va finir par se fixer et enfin, finalement, être documentée. Pour Thalès va vendre de très nombreux objets, et évidemment, ces objets vont se répercuter dans les autres ventes à venir, et pas seulement sur le marché parisien. Mais si on regarde sur le marché parisien, c'est tout à fait intéressant, puisque de très nombreuses ventes, sur les 350 ventes relevant au moins un lot d'antiquités recensées, vont placer donc des objets issus des ventes pour Thalès. Et ça donne en fait ce genre de schéma-là, c'est-à-dire la diffusion des objets pour Thalès de vente en vente sur les 30 ans à venir. Et en fait, ça continue jusqu'à aujourd'hui, puisque le dernier objet pour Thalès vendu, à ma connaissance, en tout cas, c'est en 2013 à New York. Donc cette dispersion ne finit pas. Alors parlons justement de ces grandes ventes d'antiquités parisiennes. Vous avez ici l'ensemble des ventes, avec toujours des petits problèmes de compatibilité, mais qui vous permet de voir qu'une grande partie de ces ventes pose des problèmes d'identification des vendeurs. Là, près de la moitié des ventes sont anonymes. Et il y a des choses intéressantes du point de vue des ventes multiples. Et on a des collections qui sont divisées en deux et vendues en plusieurs fois, contrairement à la collection pour Thalès, ou des marchands collectionneurs comme Piot et Hoffmann, qui vont être responsables de 5, 6, 7 ventes, donc d'année en année. Ces ventes parisiennes peuvent être composées ainsi. En réalité, on a une infime minorité de ventes que l'on peut dire spécialisées, comprenant plus de 100 lots d'antiquités, et une très grande majorité de ventes comprenant, grosso modo, moins de 10 lots ou de ventes dont on ne connaît pas le nombre de lots, soit qu'il n'y ait pas de catalogue, soit que l'on n'ait pas accès au catalogue. Ça nous permet de dessiner une première chronologie, à prendre avec énormément de pincettes, tant nous ignorons exactement et qu'il n'y a pas de liste complète des ventes, et tant nous sommes dépendants de la disponibilité matérielle ou physique des catalogues. Mais ça nous permet de voir un petit peu l'évolution de ce marché, entre les ventes comprenant un lot d'antiquités jusqu'aux ventes majeures identifiées. Et c'est des évolutions qui sont relativement raccords. Vous avez une évolution que l'on peut suivre aussi en termes de nombre de lots. 35 000 lots d'antiquités sont identifiés durant ces 35 années. 35 000 lots qui sont extrêmement concentrés sur certaines périodes. Vous voyez les pics dans les années 60 et 90 en particulier. Et vous voyez des fluctuations importantes, notamment dans les années 1870. Alors tout ça est à répercuter sur l'ensemble du 19e siècle. Pour ce qui est connu, vous voyez très nettement ces fluctuations qui se répètent. On a l'impression, mais ça peut être dû à l'état de la recherche, qu'il y a quand même une accélération du marché à la fin du 19e siècle. Ça mériterait d'être vérifié. Et on peut éventuellement corréler certaines de ces baisses drastiques avec des événements. Évidemment, s'il n'y a pas de vente d'antiques en 1871, c'est qu'il y a la Commune de Paris. Maintenant, il y a d'autres choses à expliquer, comme par exemple ce pic très important en 1891. Alors, il m'intéresserait aussi de hiérarchiser ces ventes pour savoir quelles étaient finalement les ventes à ne pas manquer au XIXe siècle. Et là, on peut voir à la fois par nombre de lots et en fonction aussi des prix ramassés lors de ces ventes et accessibles grâce aux procès-verbaux. Ce que l'on peut dire finalement, en regardant l'ensemble des ventes, c'est qu'on a vraiment des concentrations de grandes ventes, notamment sur l'année 1891, et des concentrations de lots chez certains marchands. C'est où certains collectionneurs, vous voyez notamment la domination de Henry Hoffmann, le numismate, sur l'ensemble des lots. À lui seul, il vend plus de 3000 lots d'antiquités, ce qui fait qu'il équivaut presque à la totalité des ventes anonymes dépouillées. Donc c'est vraiment une concentration de ce marché tout à fait intéressante à percevoir. Du point de vue maintenant des compositions des ventes, eh bien, évidemment, énormément d'antiquités grecques et étrusques tout au long du XIXe siècle, donc pas de changement. Peut-être une accélération des ventes d'origine égyptienne, une accélération aussi des ventes d'origine chypriote, surtout à partir de 1870 avec les ventes de la collection Cesnola qui organise des fouilles et qui apporte sur le marché européen et américain plus de 35 000 objets d'origine chypriote. Un développement aussi des antiquités syriennes, surtout sur la fin du siècle. Et aussi, évidemment, la grande star des collections, c'est-à-dire la Tanagra, largement étudiée par donc Negin Mathieu, qui fait qu'il n'y a presque plus de vente, j'ai envie de dire, d'antiquités à la fin du XIXe siècle sans qu'il y ait une tanagréenne ou une supposée tanagréenne. Car dans ce contexte de multiplication des objets archéologiques, on a aussi une multiplication des faux qu'il faut prendre en compte. Multiplication des objets archéologiques et multiplication des objets archéologiques provenant de fouilles.
On a des ventes anonymes provenant de fouilles organisées à Chypre, envois de Syrie, envois d'Asie mineure, etc., etc. Nous sommes dans ces périodes-là dans le grand développement de l'archéologie européenne au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. Du point de vue de l'organisation maintenant de la structure interne du marché de l'art, vous allez voir que c'est relativement simple, il y a une très grande concentration des acteurs. Seulement 2 maisons de vente accumulent, j'ai envie de dire, l'essentiel des ventes d'antiques. La maison Bonnefond de la Viale, qui est reprise par Pied puis par Chevalier, et la maison d'Elberg de l'Estre, qui vont vraiment se partager l'ensemble du marché du point de vue des commissaires. Du point de vue des marchands, les Mannheim dominent le marché des objets d'art en général, mais ce sont les maisons Rollin et Feuardent et Henry Hoffmann qui dominent l'essentiel des expertises concernant l'organisation et évidemment l'édition des catalogues de vente. Et concernant les catalogues de vente, prenons en compte Wilhelm Frohner, ami de Henry Hoffmann, qui va être l'un des principaux producteurs de catalogues de vente. Si Henry Hoffmann est un numismate qui progressivement, à partir de la vente pour Thalès, va se diriger vers les antiquités, Wilhelm Frohner, lui, est un archéologue qui a travaillé pour les institutions muséales françaises avant 1870, son origine allemande ayant probablement rejeté après 1870 vers le marché privé. Et il va être l'auteur des principaux rédacteurs de catalogues dont Hoffmann s'occupe, Napoléon, Barre, L'Écuyer, Castellani, Gréau, Van Benteghem et bien sûr la collection Hoffmann, même posthume de 1899. Wilhelm Frohner est aussi l'éditeur et le rédacteur du catalogue de vente et du catalogue d'ailleurs de la collection du comte Michel Tiszkiewicz, qui m'intéressera en dernier lieu. Ce catalogue est à replacer dans un contexte particulier, vous le voyez, celui de l'augmentation des photographies et des gravures dans les catalogues de vente, que l'on peut situer donc vraiment sur la toute fin du XIXe siècle. Des catalogues de plus en plus coûteux, évidemment, qui nécessitent aussi l'édition d'autres catalogues sommaires, cette fois, vous avez les 2 ici, qui sont plus accessibles et plus facilement diffusés. Ces catalogues illustrés, en réalité, si on suit de 1865 à 1896, sont plutôt une exception sur la totalité des ventes. Très peu de catalogues d'antiquités sont illustrés avant la fin des années 90. La vente Tiszkiewicz de 1898 se place dans un contexte de développement non seulement du nombre de gravures, mais aussi de la photographie dans les catalogues de vente. Et à ce titre, Wilhelm Frohner a joué un rôle probablement fondamental. On le sait, il était extrêmement attentif à la qualité de ses reproductions. Je vous renvoie aux articles de Marie-Christine Hellmann. La vente Tiszkiewicz, parlons-en un petit peu plus en détail. Il s'agit d'une collection qui n'est pas une collection. En réalité, le comte Tiszkiewicz, à l'inverse de Thalès, n'a continuellement cessé de vendre et de donner ses objets. Le résultat, c'est que la vente Tiszkiewicz, qui suit sa mort en 1897, n'est pas représentative d'une collection Tiszkiewicz, mais elle est représentative de ce qu'il a gardé pour lui pendant plusieurs années, ou de ce qui n'a pas eu le temps de se débarrasser. Frohner disait que dès qu'il avait regardé un objet, il cessait de s'y intéresser et il le revendait. Ce qui attirait énormément de questions et de curiosité de la part de ses contemporains. C'est une collection qui est plus diverse du point de vue à la fois de la période, il y a des objets de l'âge du bronze et de l'âge du fer, mais aussi des objets paléochrétiens comme ce verre à fond d'or aujourd'hui au British Museum, et puis plus divers aussi du point de vue de la géographie. Vous observez notamment donc le petit griffon ailé qui se trouve aujourd'hui au Louvre, qui est d'ailleurs l'un des chefs-d'œuvre de la collection orientale du Louvre, qui provient d'Arménie et qui est un ouvrage de l'époque achéménide. Si on regarde donc du point de vue de la composition, une composition plus diverse, des provenances beaucoup plus diversifiées, on est bien dans cette évolution générale du marché de l'art pour le XIXe siècle. Ce qui est intéressant du point de vue de la dispersion, et je m'excuse encore de ces problèmes de compatibilité, mais tous ces documents seront en ligne à partir de cette semaine, la vente Tiszkiewicz marque une concentration encore plus importante des acteurs, des acquéreurs, des enchérisseurs lors de la vente. Vous observez qu'en termes de nombre de lots, il y a presque plus de la moitié des objets qui sont achetés par 2 marchands seulement. C'est Félix Feuardent qui est associé à Rollin, à Camille Rollin, et qui forme la maison Rollin et Feuardent à partir de 1860. Et Reddy, qui est un marchand et scientifique britannique, qui achète cette fois au profit du collectionneur américain Warren. Et il achète visiblement en bloc l'intégralité de toutes les pierres gravées et les gemmes de la collection pour Thalès, pour un total, vous le voyez, assez énorme, 106 000 francs uniquement pour les gemmes et le reste des divers objets. On peut aussi noter un certain Jansky qui semble avoir acheté lors de cette vente, je ne le connais pas, peut-être quelqu'un dans la salle le connaît, qui semble avoir acheté pour Sonzé.
Alors vous voyez un petit peu ces deux ventes mises en opposition qui nous montrent un petit peu cette évolution, cette étendue du marché de l'art parisien et qui permet de comprendre un autre phénomène. Tous ces noms de collectionneurs, Gréau, Janzé, Réfé, Pourtalès, Tiszkiewicz, sont ceux qui hantent littéralement tous les catalogues de musées européens dans la période précisément de la fin du XIXe siècle où se construisent les grandes collections locales et les grandes collections nationales, Saint-Pétersbourg, Berlin, Londres, etc. etc. Donc c'est des collections qui ont énormément compté à la fois en termes de composition mais aussi en termes d'études. Les catalogues de vente servent encore de point de référence pour comprendre le contexte et l'origine de ces objets-là. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder deux catalogues de vente, et pour conclure là-dessus, si on prend le catalogue de la vente Sonzé, on voit parfaitement la cohabitation à gauche comme à droite, d'objets de la collection Pourtalès comme de la collection Tiszkiewicz. Et si l'on prend maintenant la collection Lecomte, Eugène Lecomte, en 1906, sur 76 objets antiques, 33 mentions de collection seulement, et on voit très bien les manières dont des objets Pourtalès arrivent soit directement, soit indirectement, par le biais d'autres collectionneurs, Janzé, Paravé, etc., jusque dans les collections d'Eugène Lecomte. On pourrait prendre n'importe quel catalogue d'autres musées de cette période-là, on aurait exactement la même constatation. Le marché parisien, si on ne peut pas dire qu'il est le principal marché des antiquités, est un marché qui a été l'un des plus actifs durant toute la période et pour les ventes publiques probablement le plus actif. C'est un formidable catalyseur à la fois des individus, c'est-à-dire les individus qui viennent se rencontrer lors des ventes, qui viennent échanger lors de ventes, mais aussi un catalyseur de la formation et de la dispersion des collections. Les œuvres passent de collection en collection, finalement complètent les uns les autres, malheureusement, ce faisant, passant de collection en collection, de plus en plus, ils perdent leur mémoire, ils perdent leur identité. Et ça, c'est bien le problème, et c'est ce qui explique finalement tout le travail que nous menons tous collectivement sur ces recherches de provenance et ces recherches de collection. Wilhelm Frohner, dans la préface du catalogue Van Branteghem en 1892, dit une phrase qui en elle seule synthétise, j'ai envie de dire, tout ce pourquoi nous travaillons. Il dit, et il écrit plutôt, que c'est presque triste, c'est presque un chagrin de voir tous ces objets accumulés avec tant de joie disparaître, on ne sait où. Je vous remercie. Merci beaucoup Morgane. Je propose de réserver les questions et les remarques sur cette intervention pour la discussion qui aura lieu ensuite. Et donc, je donne tout de suite la parole à John Voukelatos, que je suis très très heureuse d'introduire aujourd'hui parce que les contacts qu'on a eus remontent à un peu plus d'1 an et c'est M. Voukelatos qui s'est rapproché de l'INHA pour faire connaître le travail qu'il avait effectué, un travail très important, très impressionnant sur le personnage et sur la collection de Alfred Bourguignon, jusque-là un personnage assez mal connu comme collectionneur, mais peut-être moins connu dans son activité dans la nature même de ses collections. John Voukelatos est un chercheur indépendant. Il est en réalité médecin cardiologue à Melbourne. C'est un numismate qui a beaucoup travaillé sur les collections numismatiques, qui a publié Numismatique grecque. Et je pense que c'est par la numismatique qu'il est arrivé justement à la collection Bourguignon, qui a éveillé son intérêt et sur laquelle il a décidé véritablement de se livrer aux investigations les plus poussées jusqu'à la localisation actuelle des objets de la vente de 1901, etc. Il m'a révélé tout à l'heure qu'il était aussi un bisléien et qu'il aimait beaucoup les vases, donc je pense que ça a joué aussi dans sa décision de se pencher sur ce dossier. Voilà, je lui laisse la parole. Thank you. My interest in Alfred Bourguignon started in 2017 when a coin was offered for sale by the Swiss firm Nomos AG, and this was a didrachm from Nola, a rare didrachm from Nola, which, unbeknownst to the firm, had been in the collection of Alfred Bourguignon. I am a collector and was fortunate to purchase that coin, and I researched the coin and found that had come from the 1901 Bourguignon sale. I obtained a copy of the catalogue online, and from that I spent my summer holidays pondering whether one could reconstruct the vases that were plated and listed in the catalogue, and that's how this journey here today has begun. Unlike the other 19th century Italian collectors, Alberto Campana and the Castellani brothers, the late 19th century Neapolitan antiquarian Alfred Bourguignon is largely forgotten, but his Greek vases and antiquities that feature in many prominent public museum and private antiquities collections are his legacy.
About the man we know very little. He's quite an enigma. He was recorded in the Almanac der Gotha as the deputy of the Netherlands consulate in Naples. He was married to a woman whose surname was Metzler, and this is a family with Frankfurt connections, and the significance of that will be seen later. And he had 2 children, Frederique and Georgine. He was related to the powerful and wealthy Muri Kofra family, who ran the prominent 19th century Neapolitan-based banker Muri Kofra. Unfortunately, his large financial debts from casino and horse gambling resulted in him embezzling from the bank, bringing it to bankruptcy and insolvency. So in 1905, it closed its doors and was taken over by Credito Italiano, which still functions in that capacity. Unfortunately, we do not have any photographic records of Alfred Bourguignon, and the only personal document I could find was a signature on a letter addressed to Furtwängler, now in the Berlin archives. In many ways, his legacy is his antiquities and Greek vase collection. With the current vogue in reconstructing old collections and finding old provenances, I set about trying to reconstruct his ancient Greek vase collection. The electronic version of the Beazley archive lists 13 vases under the heading Naples, Bourguignon. The Beazley volumes list a few more Attic vases, up to about 2 dozen. Through my research, I have catalogued 238 vases, most of these Greek and the majority Attic that were once in his collection. 125 of these vases are described in the 1901 Saint-Bon-en-Canessa Hotel Drouot Paris auction catalogue, leaving 113 other vases that were dispersed at other auctions or by private treaty. There can be no doubt his collection was held in high esteem. In 1942, in discussing Attic vases that went through the hands of Edward Perry Warren, Sir John Beazley wrote, "Many were acquired one at a time, but many came in groups from great collections like those of Forman, Van Brentinghem, Bruschke, Bourguignon and Spinelli." Nearly half of his vases were Attic, with about 70 red figure and 43 black figure vases. Corinthian vases also featured, as did Southern Italian, most not surprisingly Campanian, but some Apulian vases as well. Beazley published some of his 16 Etruscan vases, many of these in 1947 in the monograph Etruscan Vase Painting. He also published some of his other Etruscan vases in papers that appeared in other academic journals of the time. As was the vogue for the collectors of that time, most of his vases were acquired soon after they were excavated. However, he did also purchase 7 vases from the 1866 Alessandro Castellani auction in Paris. Many of his important vases were published in 19th century archaeological journals sometime after their excavation. No doubt Bourguignon had a close relationship with the writers and academics of the time, and often he's referenced in these articles. One of the Castellani vases that went through the hands of Alfred Bourguignon is an Attic red figure, Nola Amphora, attributed to the Alkimakos painter. It's Musée du Louvre G206, and this was also lot 301 in the 1901 said auction, depicting an Ithyphallic satyr approaching a sleeping Maenad or Ariadne who holds a thyrsus in her left hand. From lot 59 of the Castellani catalogue, we have a Nola Amphora with the same iconography and similar nonsense inscription as the vase that appears in the 1901 Bourguignon auction catalogue and is now in the Louvre. I couldn't find this connection in either the Corpus Vasorum Antiquorum or other references to this vase in the published literature. The source of most of his Greek vases is Campania, with many being acquired from excavations in Capua, especially Santa Maria Capua de Vettere. Jacobi Galozzi and Simaki Doria were involved in some of these excavations. We have an Etruscan source for many of his Attic vases that are now in the Boston Museum of Fine Arts, and many of these were found in Orvieto. It is notable that he does not appear to have any vases from Volci, indicating his preference to purchase vases as they were found rather than to purchase from other collectors. And as we're all aware, many of the vases found in Volci were found in the early 1820s from Lucien Bonaparte's estate in Canino.
These were some of the other sites from which his vases came from, and they were quite varied but infrequent. The starting point for my research was a Sambon and Canessa Bourguignon Antiquities auction of the 18th of March 1901 at Hotel Drouot, Paris. This included 415 lots. Lots 4 to 133 and 405 to 412 were painted vases. This catalogue had 10 plates, with 9 featuring antiquities. The 10th plate depicted ancient Greek coins, including the Nola didrachm I mentioned. The most important lot was a bronze Praeneste sister, now residing in the Kessner Museum in Hanover. The catalogue had 5 plates of Greek and assorted pottery, and my initial goal was to find all the painted vases that were offered for sale in this auction, either as seen in the plates or not plated. And I was successful in finding about 90% of these vases, but not, unfortunately, all of them. And these are some of the other vases that appeared in the plates. His vases were published by many of the prominent writers of the time, and as mentioned, he no doubt had a close relationship with the writers of the time. And we see some prominent names there, including P. Meyer, von Dun, Conway, Hartwig, Helbig, Klein, Hensen, Solomon Reinach, and in the 20th century, Sir John Beazley. The dispersal of his Greek vase is of interest. It would appear he was active in acquiring vases from some time after 1866, which corresponds to the Castellani sale, with most of his vases, however, entering his collection sometime after that. In 1886, 3 vases, an Attic red figure amphora, an Attic black figure amphora, and a Corinthian kotal entered the collection of the Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig. And this reflects his relationship with P. Meyer, who was also active and working at that museum. However, most of his vases appear to have been dispersed much later. Most at the 1901 Paris auction. Many were also purchased privately by Edward Perry Warren and went into the Boston Museum of Fine Arts collection in 1901 and 1910. 2 years after his death, in 1907, his children donated the remains of his collection to Frankfurt am Main Museum in Germany. Hence the relevance of his wife being of Frankfurt descent, or German descent. From an annotated 1901 catalogue, which only came to my hands later on in my research, at the very end after I'd done most of this provenance work, the purchases of some of but not all of the vases could be identified. Both private collectors and or their agents were active in purchasing vases at this sale. Although some of these vases would enter public collections ultimately, only the Musée du Louvre and the Berlin museums would acquire vases directly at this sale. The list of private individuals who acquired vases include Fernand Roberts, the agent for William Randolph Hearst, and Alfred Emerson, the agent for Phoebe Apperson Hearst, William's mother. French collectors included Theodore Reinach, the brother of Solomon Reinach, the sculptor Charles-René de Paul de Saint-Marceau, Émile Caron, and the Comtesse de Barajou, who also collected antiquities as well as vases at this, or purchased antiquities and vases at this auction. The following European museums have vases once in the Bourguignon collection. Thanks to the donation by his children, Frankfurt has the largest and most varied collection of the European museums, and this includes a variety of vases including Attic geometric, Italo-Corinthian, Corinthian, as well as Etruscan vases. Other German museums where we can find Bourguignon vases include Bonn, Berlin, Braunschweig and Leipzig. However, there are, as you can see in this list, there are many museums that have one or more, and often just one at most, vases from his collection. These are some of the vases. These are the 3 vases I referenced that are in the Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig. These are 4 but not all of the vases that were in the Berlin Museum. And this is a Etruscan Pyxis lid that is also in Bonn. And there are, as I say, many vases and varied vases in Frankfurt.
French collectors featured prominently, and that's not surprising with the auction being held in Paris. And this is a list of many of the collectors who ultimately would handle or acquire vases that appeared from the 1901 auction. Vases from the Bourguignon collection feature prominently in North American private and public collections. Most are to be found in the Metropolitan Museum in New York and the Boston Museum of Fine Arts. Vases acquired by Phoebe Apperson Hearst entered the eponymous Anthropological Museum at Berkeley, California. The J. Paul Getty has an important Dinos, which is pictured here, with stand by an artist near the Antimenes painter. Vases acquired by the Metropolitan were acquired either at the 1904 Canessa auction, also at Paris. Some of these had also appeared in the 1901 Bourguignon sale and were acquired by Sambon and/or Canessa and then resold 3 years later. In 1956, the Metropolitan Museum acquired 65 vases, including 60 attic vases from the Hearst Corporation. This included 11 Bourguignon vases that had been acquired by Hearst agent Fernand Roberts in 1901. These are some of the vases from Bourguignon that entered the Metropolitan. This is an example of one of the vases that appeared in 1901 and subsequently appeared in 1904. This reference to the 1901 catalogue entry is not listed in any of the publications, either by Gisela Richter or more recently by the Metropolitan. Although this is not an attic vase, this is an interesting vase which highlights some of the difficulties in provenance research. This is obviously an Arezzo cup, and as we can see in 1901, this was described as a cup ornated with bas relief, a bearded man with a cap on one side and a female on the other side, with the lira separated by bushes. What marked this vase was the potter's inscription NNH. In 1904, it now appears as Apollo, Achithorotus, and Ulysses, and this now enters the collection in 1906 and is now in the Metropolitan Museum. No doubt the bearded man with the pilos is Ulysses, and the feminine-looking Apollo, as we can see in the picture here, is Apollo. So this is sort of sometimes one needs to be a detective to make these connections. These are two of the Bourguignon vases that went through the hands of Hearst that would enter the Metropolitan collection. As mentioned, the Boston MFA would acquire 23 vases in 1901, and a further 9 vases were acquired in 1910. These all passed through the hands of Edward Perry Warren. There were many attic vases, and there was quite a lot of red figure cups, but also some other unusual vases, including the Perseus Cantharus, and interestingly, the other example of this Perseus Cantharus was one sold that appeared in the Alberto Campana auction. In 2005, the museum acquired an attic red figure Rhiton with bull's head, and this had also featured in 1901, but it had been purchased by other collectors and ultimately sold by Sotheby's in 1991. One of Bourguignon's vases, an attic black figure Siena cup attributed to the sea painter, was acquired by the Montreal Museum of Fine Arts in 1959. The sales document, which you can see, records the prior owner, Charles René Saint-Desmarceaux. After his death, his descendants sold the vase, which was acquired by Vicentios or Vincent Dianakopoulos and his wife Olga, who sold antiquities in Paris before the Second World War. After that, they migrated to Canada and continued this enterprise through their firm named Ars Classica. And we can see here the receipt or the document with René de Saint-Marceau's name mentioned. This was not known to the museum at Montreal, and they were very pleased to find that their vase, which had a 1959 provenance, could be traced back to 1901. In fact, when I found a provenance catalogue, we can see Marceau's name next to lot 407, which describes this vase. Of the Hearst vases,
Those of Phoebe Apperson Hearst, as we mentioned, are in the Berkeley Anthropological Museum. The Hearst family has some vases still at the Hearst Castle in San Simeon, California, and there are others that are in the Hearst Hillsborough collection, which is the descendants of, or the sons of William Randolph Hearst. Some of those have been dispersed through auction as well. One of the vases, the last two vases I would like to highlight and to include two that have a French connection. The first is a Nola amphora depicting Zeus and Ganymede that was acquired by Theodore Reinach in 1901 and is now in Villa Kerylos on the French Riviera. We are fortunate to have the librarian Vasiliki Castellani in the audience today. In addition to the Nola amphora, a Roman mosaic depicting Rooster Hen and her chicks was purchased. This now decorates the entrance to the museum. The 1901 catalogue describes the vase's obverse, which shows Zeus with his sceptre pursuing Ganymede with cock and hoop. The other Attic red figure pots with Ganymede with a cock and a hoop include the well-known red figure Belcrada, attributed to the Berlin painter in the Musée du Louvre, and the red figure Oinokoi, attributed to the Pan painter in the Metropolitan. An annotated catalogue, which appeared later in my research, confirms Reinach's purchase of this vase. I was fortunate to have the underside of the base photographed by Vasiliki, and this has an important written note which reads as Santa Maria, and almost certainly refers to the fine spot Santa Maria de Capua, where it was found. From M. Ruggiero, it would appear this vase was in fact found on the 20th of June 1869. He published the excavation of Jacobi Galozzi, and here he describes an amphora of the Nola type with two figures, one with a cock in his outstretched arm. In fact, the Beasley Archive has 6 Nola amphora of this type. 2 of these were acquired either by the Hermitage, one which came from the Campana collection of 1858. The Vienna one entered their collection in 1804. The other 3, one has an inscription, is unlikely to be that vase, and one was sold by Royal Athena and most likely has a recent provenance. So it would appear that this Villa Kerylos vase, almost certainly with a similar fine spot of Santa Maria Capua de Vetra, has a provenance that goes back to 1869. Of note, a black glazed Castulo Calyx, or Patera as it was described, with an Etruscan inscription in Boustrophedon reading Cooper Valesi, was also featured as lot 412 in 1901 at the Bourguignon sale. This was purchased directly by Bourguignon, and in fact, again from M. Ruggiero, we find that on the 2nd of May, also in Santa Maria Capua Vetera, we have this vase described. Unfortunately, this vase disappeared after the bombings after the Second World War, and where it is we don't know. But this again suggests that almost certainly that vase that was described by Ruggiero is the same Villa Kerylos vase. The second vase which is of interest is a black figure neck amphora attributed by Robert Guy to the Roycroft painter, and this was described as an amphora, lot 23, in the 1901 sale, and here it describes Apollo on one side, and on the other side, which we can see here, we have Dionysos crowned, and either side of him are 2 ithyphallic satyrs, and the description matches this vase that was offered for sale by the auction house Tajan in 1977, once in the collection of Roger Peyforit. This provenance, and it is most likely the correct provenance, was found using the electronic version of the Beasley Archive, and I couldn't find any other vase that matches this description. In summarising, Alfred Bourguignon is an important collector of the late 19th century who's largely forgotten. No doubt he probably would like to be forgotten with his infamous past. Enigmatic and elusive, his legacy is his antiquities collection. Being a doctor, I thought I'd finish off with a non-Greek vase antiquity. In 1885, again in Capua,
this prosthetic limb was found, and it's felt to be the oldest known prosthetic limb. It was in the Museum of the Royal College of Surgeons up until the Second World War, and was destroyed during bombings. And interestingly, Alfred Bourguignon also published this along with G. Henson. A replica now is in the museum. The other diagram I include is relevant because this is a vase that he had purchased from Alessandro Castellani that had also appeared in the Barre collection and the William Frohner catalogue. In fact, this is plate 3, lot 84, unlike the other vase that's on your flyer, which is this is lot 84, plate 3, unlike your other vase which appears on your flyer, which is lot 83, plate 2. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite à la communication suivante, qui nous emmène donc dans un autre domaine de l'archéologie, avec Susana Stussy-Garcia, qui est donc doctorante à Paris 1, sous la direction de Dominique Poulot, qui travaille sur l'antiquarisme aux origines de l'archéologie précolombienne et de l'américanisme en Europe, et qui va s'intéresser donc à la fin du XIXe siècle au comptoir d'archéologie précolombienne d'Eugène Boban, un marchand, collectionneur, antiquaire, dont elle met en lumière donc les réseaux, les modes de présentation, les pratiques commerciales pour faire enrichir les collections d'antiquités précolombiennes à Paris. Merci beaucoup. Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur un autre type d'antiquité, donc des antiquités précolombiennes à Paris à la Belle Époque, et notamment à travers l'étude de cas de deux figures, Eugène Boban et Eugène Goupil. Ces deux homonymes, le premier antiquaire et marchand de curiosités, le deuxième homme d'affaires et collectionneur, sont des cas d'études donc exemplaires pour suivre l'émergence d'un goût pour les antiquités précolombiennes à partir des années 1860. Mais d'abord, un petit détour à Paris en 1928. Cette année, François Ponceton invitait ses lecteurs à visiter les salles de Drouot pour, je cite, « découvrir l'Amérique », puisqu'après 4 siècles d'hésitation, ces œuvres d'art et ces objets de curiosité avaient finalement été admis au feu des enchères. Il s'agit en effet d'un moment clé pour la reconnaissance des arts précolombiens en Europe. Cette année, le Musée des Arts Décoratifs de Paris organisait avec Georges-Henri Rivière l'exposition « Les Arts Anciens de l'Amérique » qui privilégiait par première fois une présentation plutôt esthétique et esthétisante de ces antiquités. Tout au long de l'entre-deux-guerres, on va voir que la vente de ce type d'objets à Drouot connaît un développement sans précédent. Et pourtant, malgré cette reconnaissance tardive, les amateurs et les savants collectionnent depuis longtemps des antiquités précolombiennes. Des collections importantes sont montrées à Paris et à Londres et sont achetées par le Louvre et par le British Museum dès les années 1830. Les objets en circulation sont de plus en plus nombreux à partir de la moitié du siècle. Lorsque le musée d'ethnographie du Trocadéro de Paris ouvre ses portes en 1882, le fonds américain, qui avait été constitué essentiellement grâce à des dons des particuliers, est le plus riche du musée. Les collections d'antiquités précolombiennes sont nombreuses à Paris, en partie grâce à la multiplication des missions ethnographiques et archéologiques en Amérique latine. Ce qui me va intéresser plus particulièrement dans cette communication, c'est la formation d'un public qui s'intéresse à ces antiquités précolombiennes, au-delà de la valeur scientifique ou documentaire que les érudits et les archéologues pouvaient accorder alors à ces objets. Comme l'appel de ce congrès le rappelait, c'est précisément dans la fin du siècle que le collectionnisme d'antiquités cesse d'être une pratique érudite pour se répandre plus largement dans la société. La bourgeoisie collectionne alors fébrilement l'antique et l'exotique. Je voudrais ainsi montrer que pour certains collectionneurs qui cherchent des antiquités précolombiennes, l'important, c'est le lien personnel à l'objet ou encore le rapport au passé et à l'ailleurs que celui-ci évoque. Les cultures préhispaniques restent largement méconnues du grand public à l'époque. C'est considéré tantôt comme des curiosités exotiques, tantôt comme des antiquités, que les vestiges de ces civilisations présentent donc un double attrait pour le collectionneur en quête d'exotique et de l'ancien. Il est pourtant assez difficile d'identifier le collectionneur occasionnel qui achète quelques poteries péruviennes ou des figurines aztèques ici et là. Lucien de Rosny indique une série de collections privées qu'il visite à Paris dans les années 1860.
celles d'Oscar de Watteville, d'Aristide Le Carpentier, d'Auguste Reboux au Terme, d'Édouard Pangré ou de César Dali, qu'il trouve par ailleurs beaucoup plus riches et intéressantes que les collections américaines du musée du Louvre. On retrouve aussi parfois des lots d'objets américains dans les catalogues de vente d'après-décès, mais la distinction entre ce qui est moderne et ce qui est ancien n'est pas toujours faite. L'étude du rôle de marchand, qui répond donc à une demande de plus en plus importante pour ce type d'objet, nous semble une voie d'étude plus fructueuse pour essayer de saisir la diversité de profils parmi les collectionneurs d'antiquités précolombiennes de l'époque. On connaît ainsi quelques marchands de curiosités qui proposent à la vente des antiquités de ce type dès les années 1860. À Avignon, un M. Brunswicks. À Paris, M. Lefebvre, négociant au 16 rue d'Enghien, ou encore M. Alix, antiquaire au 13 rue de Bourgogne, dont la boutique était visitée par des collectionneurs, mais aussi par des savants qui voulaient étudier les marchandises qu'ils proposaient à la vente. Parmi ces premiers marchands, une figure sort du lot. Il s'agit d'Eugène Bauban du Verger, antiquaire et marchand de curiosités, très actif entre 1860 et le début du XXe siècle. Il fit le choix délibéré de se spécialiser dans le marché naissant de la curiosité ethnographique et de l'archéologie préhistorique et construit tout au long de sa carrière une réputation irréprochable de connaisseur d'antiquités précolombiennes. Parmi son vaste réseau de correspondants et d'agents, on retrouve des noms de grands collectionneurs de l'époque, mais aussi de nombreux savants et conservateurs des musées américains et européens. Eugène Bauban est né à Paris en 1834, dans une famille modeste de la petite bourgeoisie. On sait très peu de ses premières années, mais on sait qu'il quitte la France vers 1850 pour les Amériques, espérant sans doute faire fortune avec la ruée vers l'or en Californie. En 1857, on le retrouve à Mexico, où il devient marchand de curiosités. Dans sa boutique, on pouvait acheter des antiquités mexicaines, mais aussi toutes sortes d'objets d'art religieux, des curiosités naturelles, des porcelaines chinoises ou encore des armes. Dans ces années, il apprend l'espagnol et le nahuatl. Il a aussi de nombreux contacts avec l'importante communauté française d'industriels et de professionnels libéraux qui habitent dans la capitale mexicaine. Bauban fait irruption sur la scène de l'américanisme français en 1865 lors de l'intervention française au Mexique. En effet, Napoléon III s'était engagé dans une invasion armée au Mexique en 1862 afin d'y installer un régime plus favorable aux entrées de la France en Amérique latine. Cette intervention n'est pas sans rappeler la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. C'était l'opportunité pour la France de montrer ses ambitions civilisatrices et pour les savants français de lancer une vaste entreprise scientifique au Mexique. Ainsi, en février 1864, est créée la Commission scientifique du Mexique. Le colonel d'Outrelaine est en charge de coordonner les travaux d'archéologie et d'histoire. Dans sa correspondance avec les membres de la commission à Paris, Bauban apparaît comme un interlocuteur privilégié. Il se présente comme antiquaire de l'empereur Maximilien, un titre qu'il semble partager par ailleurs avec un autre jeune Français, Louis Goupil, qu'on rencontrera à Paris quelques années plus tard. Cette intervention française au Mexique est un moment clé pour le développement d'un goût pour les antiquités américaines dans les décennies qui suivent. La Commission scientifique du Mexique décide de participer à l'exposition universelle de 1867 à Paris. Dans ce but, d'Outrelaine organise l'envoi de plusieurs collections aztèques réunies par les agents de la Commission. Toutefois, des dissensions internes au sein de la Commission sur comment mieux organiser cette exposition et surtout la dégradation rapide de la campagne militaire au Mexique font que l'on abandonne le projet. Mais il y aura quand même des pièces mexicaines présentées à l'exposition universelle. Par exemple, Léon Méhédin, un autre correspondant de la Commission, entreprend à titre personnel de construire cette pyramide de Xochicalco où il expose plusieurs collections envoyées par Tourtelaine ou prêtées par des particuliers, y compris aussi des grands moulages, des pièces déjà assez connues à l'époque, comme cet énorme Coatlicue ou le calendrier aztèque ici dans le côté. À la toute dernière minute, la Commission scientifique du Mexique organise une petite exposition dans les locaux du ministère de l'Instruction publique, où figurent, parmi d'autres, des collections envoyées par Bauban. Après la fin de l'exposition, les collections mexicaines, assez nombreuses, restent par la plupart à Paris, chez les propriétaires, car l'État ne fait pas finalement d'achat.
Pierre Larousse écrit dans les années 1870 « La conquête d'Algérie nous a encombrés d'objets arabes. L'expédition de Chine a fait affluer à Paris des magots sans nombre. Il n'est pas jusqu'à l'expédition du Mexique qui n'ait introduit chez nous certains monuments de l'art aztèque et c'est, en vérité, le meilleur résultat qu'elle ait produit. » Bobin décide alors de rentrer en France. En 1869, il ouvre un magasin d'antiquités mexicaines rue du Sommerard. L'emplacement est stratégique car il est à côté de la Sorbonne et du musée de Cluny. Sa collection est alors l'une des plus importantes de ce type en Europe. Son catalogue de 1870 recense plus de 2000 numéros, comprenant des idoles aztèques et toltèques en pierre, des céramiques et des poteries de la vallée du Mexique, mais aussi des pièces qu'on n'avait jamais vues auparavant en Europe. Des figurines du Veracruz, des masques de Teotihuacan et ce que deviendra l'égérie des collections aztèques françaises, une magnifique sculpture en porphyre du duc Quetzalcoatl et que vous pouvez observer ici sur l'écran à gauche. Cette sculpture est aussi au pavillon des sessions du Louvre. Donc, la première grande vente de Bobin a lieu en 1875 lorsqu'Alphonse Pinard achète sa collection pour en faire don quelques années plus tard au musée d'ethnographie de Trocadéro. Pendant ces années, Bobin construit petit à petit son réseau à Paris. Il s'implique dans les activités des américanistes français et reste très actif dans le cercle d'anthropologie et de préhistoire. Par exemple, il participe au premier congrès international des américanistes de 1875, pour lequel il offre des moulages d'antiquités précolombiennes. Son stock de marchandises est renouvelé sans cesse. Bobin fait paraître plusieurs articles pour promouvoir sa boutique et cimenter sa réputation d'expert, malgré l'absence de toute éducation formelle. Il va aussi participer à l'exposition universelle de 1878. Il prête des pièces à Ernest Teodorami, futur directeur du musée d'ethnographie de Trocadéro, qui les présente à l'exposition ethnographique des missions scientifiques, où le Pérou et le Mexique étaient à l'honneur. Vous pouvez voir sur ces deux illustrations de cette exposition ethnographique des missions scientifiques que la plupart des pièces, dans les deux cas, sont des monuments ou des pièces archéologiques du Mexique et du Pérou, et on retrouve encore une fois le Quetzalcoatl des collections de Bobin. Cette exposition connaît un énorme succès. Bobin et ses pièces sont mentionnées à plusieurs reprises dans la presse et les chroniques de l'exposition universelle. Et ce succès attire sans doute des nouveaux clients chez lui, car en 1882, il annonce l'ouverture d'un nouveau magasin boulevard Saint-Michel pour cause d'agrandissement. La façade et l'intérieur du magasin sont agencés pour attirer et retenir l'attention du passant. Les vitrines de la façade sont remplies d'ossements préhistoriques et de toutes sortes d'artefacts. Notons un passage que Bobin annonce, c'est habla espagnol, ici on parle espagnol. L'intérieur est bien celui d'un magasin de curiosités. Des fauteuils, des miroirs et des coffres, des objets d'art liturgique, des poteries et des céramiques sont présentés dans un apparent désordre. Une partie du magasin est néanmoins réservée aux antiquités mexicaines. Ces images de l'intérieur montrent le grand nombre de pièces que Bobin propose et le soin avec lequel elles sont présentées. Et notamment, vous pouvez voir toute une série de cartels et d'étiquettes que Bobin élabore pour présenter ces pièces. Il semblerait donc que dans les années 80, personne ne nie l'expertise de Bobin en matière d'archéologie mexicaine. Il connaît intimement le Mexique et y a mené des fouilles lui-même. Il élabore plusieurs catalogues de vente, indique la provenance de ses pièces et les accompagne souvent de petites notices descriptives présentant ces antiquités à des clients encore plus familiers avec les cultures préhispaniques. Pour faire connaître sa boutique auprès d'un public plus large, il envoie des cartes de visite, des fascicules et des copies des catalogues, ainsi que des photographies de ses collections, sans cesse mises en scène. Une de ces mises en scène assez spectaculaires, Bobin fait faire un mannequin grandeur nature représentant un guerrier aztèque de l'ordre du Jaguar qui est paré et armé et habillé avec des vraies pièces et entouré par des chefs d'œuvre de sa collection et encore une fois le sombre présent Quetzalcoatl en porphyre. Il va aussi faire paraître des annonces dans des journaux et des quotidiens pour annoncer ses marchandises. La correspondance de ces années montre que les savants et les conservateurs de musées ne sont pas ses seuls clients. Le colonel Loisel lui écrit par exemple en 1869 concernant des pièces mexicaines. « Si vous trouviez quelques bonnes occasions, je me laisserais sans doute encore tenter, d'autant plus que ma femme admire aussi toutes ces choses. »
Il vend aussi des pièces à Jean-Paul Laurent, peintre d'histoire, et lui prête des vêtements traditionnels mexicains pour l'un de ses tableaux d'histoire les plus connus, Les derniers moments de l'empereur Maximilien du Mexique. Et voici donc le costume de charro des cavaliers mexicains en question, qui appartenait en fait à Louis Goupil, à cet autre antiquaire de l'empereur, ami de Bobin de ses années au Mexique. Et un dernier exemple de l'existence des acheteurs, de ces collectionneurs casuels, Bobin propose aussi à la vente des pièces à l'unité, y compris des reproductions bon marché. Voilà. Pour finir, je voudrais consacrer une dernière partie de mon intervention à présenter le cas d'un collectionneur qui me semble tout à fait extraordinaire, le cas de Eugène Goupil. Donc, Eugène était le frère aîné de Louis Goupil, cet autre archéologue impérial, ami de Bobin, qui avait accompagné aussi les troupes françaises sur le terrain au Mexique et qui avait voyagé avec le fameux explorateur Désiré Charnay au Mexique et au Guatemala. Les Goupil, comme beaucoup d'autres Français au début du XIXe siècle, étaient partis au Mexique pour faire fortune. Ils rencontrent un certain succès car Eugène Goupil retourne en France et ouvre une boutique de perles métalliques à Chamontel qui lui procure une certaine aisance. La connexion au Mexique restera pourtant très importante pour Eugène et pour son frère Louis. Pas surprenant, Eugène Goupil collectionne des antiquités mexicaines. Et c'est chez Bobin qu'il s'approvisionnera à partir de 1888. Arrive alors la deuxième grande vente de Bobin. Eugène Goupil achète la presque totalité de ses collections mexicaines pour la somme de 8 000 francs. Ces deux tocayos, c'est-à-dire ces deux homonymes, maintiennent un riche échange épistolaire dans les années qui suivent. C'est sur cette correspondance que je travaille actuellement, un travail qui est loin d'être fini, mais pour conclure cette communication, je voudrais faire quelques remarques sur Eugène Goupil et sa démarche de collectionneur. Tout d'abord, remarquez que Goupil n'est pas un savant. Il ne cherche pas ces antiquités pour en faire une collection scientifique, ni pour les utiliser comme monnaie d'échange institutionnelle pour obtenir une mission scientifique, comme le font d'autres collectionneurs de ce type d'objets à l'époque. C'est le rapport personnel à ces objets, ce qu'ils évoquent en matière d'histoire familiale, qui alimente sa passion pour la collection. Eugène Goupil est fier de ses liens avec le Mexique. Ainsi, dans l'introduction du catalogue de ses collections, il écrit « Né au Mexique, de père français et de mère mexicaine, descendante des Aztèques en ligne directe du côté maternel, mon attachement pour la terre où s'est écoulée la première partie de ma vie me pousse à voir avec curiosité tout ce qui intéresse de près ou de loin son passé. C'est pourquoi j'ai réuni une collection archéologique de quelque importance. » Goupil ne prétend pas d'avoir des connaissances érudites sur ses collections. Il a besoin de Bobin pour les mettre en ordre et pour les cataloguer. Goupil donne évidemment son avis sur comment les prendre en photographie, choisit la mise en page et la typographie de ses catalogues, mais son entrée s'arrête là. C'est Bobin, un vrai connaisseur, qui assure la qualité et l'authenticité des pièces que Goupil achète. Ainsi, par exemple, concernant l'exposition universelle de 1889, Goupil écrit à Bobin « Il reste entendu que je tiendrai à votre disposition, si cela pouvait vous être agréable, toute cette collection, pour vous, que vous vous en occupez personnellement et exclusivement. » Goupil est pris par cette fièvre de collectionneur. Sa collection n'est jamais achevée. Il achète sans cesse, parfois jusqu'au-delà de ses possibilités économiques. Ainsi, concernant l'achat d'un manuscrit précolombien, il écrit « J'ai pris la lourde décision de commettre la plus grande folie de ma vie en accédant à votre aimable demande de vous verser la somme de 3 000 francs. » Puis, en 1894, il se plaint amèrement de ne pas pouvoir acheter la collection Becker. Quel dommage d'être forcé de ne pas se mettre sur les rangs, moi, comme acquéreur, comme il est impitoyable de ne pouvoir y songer une minute. Et dernier point, les collections de Goupil meublent sa maison. Après le premier grand achat à Bobin, Goupil précise qu'une partie des pièces sont destinées aux armoires dans l'entrée de sa demeure. Son petit-neveu, le peintre Jean Charlot, se souvient de voir les collections chez son grand-oncle, et notamment d'un portrait de l'empereur aztèque Montezuma qui ornait la maison d'Eugène Goupil à Chamontel.
Les collections de Goupil ne quitteront pas par ailleurs sa maison qu'après sa mort en 1895. Sa veuve, en respectant les dernières volontés de son mari, lègue sa collection unique de codex et de manuscrits préhispaniques à la Bibliothèque nationale de France et, semble-t-il, une partie de ses collections archéologiques au musée d'ethnographie de Trocadéro. En guise de conclusion, les archives laissées par Eugène Boban permettent d'avoir un aperçu assez rare du collectionnisme d'antiquités précolombiennes à la fin du XIXe siècle. Sa correspondance permet d'identifier l'existence de collectionneurs avec des profils variés et de constater que ces objets ont bien trouvé leur place dans les intérieurs bourgeois à la fin du siècle. Notamment, le cas d'Eugène Goupil montre l'extension au champ des antiquités précolombiennes de l'embourgeoisement de la pratique de la collection, de l'antique et de l'exotique qui s'opère au dernier tiers du XIXe siècle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous allons tout de suite passer, avec le petit retard que nous traînons, aux questions et à la discussion sur les différentes interventions par ordre de présentation. Donc sur la présentation de Morgane Belzic sur les ventes à Paris dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour Thalès à Tiskiewicz. Y a-t-il des questions? Des remarques? Oui. Merci. Laure Chevalier, Morgane, je voulais poser la question des sources en fait. Si ça repose sur les catalogues de vente et si éventuellement ces sources sont croisées avec des documents administratifs. Oui, l'essentiel. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses à distinguer. Les sources concernant le listing des ventes, vraiment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut obtenir le chiffre de 300, 350 ventes, ça y repose sur deux choses. Alors d'abord, il y a un énorme registre, un inventaire de dépouillement de catalogues de ventes qui a été fait par l'UCT, donc qui s'appelle le répertoire des ventes et qui parfois indique la présence d'antiquités dans les ventes. Pour une centaine, 150 peut-être d'entre eux, on peut avoir une mention d'antiquité. Il a dépouillé les ventes suffisamment bien pour que de toute façon on prenne les numéros d'inventaire de ces catalogues pour pouvoir lister justement toutes ces ventes-là. Le deuxième élément, c'est la mise en ligne des catalogues de vente du 19e siècle sur le répertoire des catalogues, le Sales Catalog Online, donc qui est disponible sur le site de Brill. Et qui permet en fait d'avoir accès à un certain nombre de catalogues dépouillés par l'UCT et qui sont en version numérique. Après, il y a d'autres possibilités. Alors d'abord, le fonds de l'INHA est exceptionnel, il faut le dire. Le fonds de la bibliothèque Doucet a un exceptionnel nombre de catalogues disponibles, organisés par année, qui permet vraiment d'avancer, j'ai envie de dire, semaine après semaine, mois après mois. Ça demande un temps fou, évidemment. Pour dépouiller une année, ce serait considérable. Mais on peut aller un peu plus rapidement en utilisant les catalogues numérisés qui disposent de l'ossérisation. De plus en plus, aujourd'hui, les catalogues qui sont en PDF ou qui sont photographiés et qui sont mis en ligne peuvent être lus par les machines et on peut ainsi interroger ces catalogues en posant des questions, par exemple le mot Tanagra, pour voir comment il peut émerger. Donc ça c'est une source fondamentale. En fait, l'ossérisation change notre pratique dans l'inventaire des ventes, ce qui explique aussi qu'on ait un accroissement de la documentation. Concernant maintenant le croisement de ces sources, l'autre principale source que l'on utilise, ce sont les archives des commissaires-priseurs aux archives historiques de la ville de Paris, qui donc sont versées par les maisons de commissaires-priseurs, comme de l'Estre par exemple, dont on parlait tout à l'heure, et qui listent donc le numéro du lot avec une courte description, le nom du vendeur, le nom de l'acheteur et le prix. Et donc qui permet effectivement d'identifier la personne qui a acheté. Il se trouve qu'il y a certains catalogues de vente qui possèdent des annotations. On en a vu un tout à l'heure pour la collection Bourguignon que John nous a montré. Donc il y a un certain nombre de catalogues annotés qui existent, qui sont rarement disponibles, mais qui permettent quand même de vérifier ce que disent les PV. Généralement, il y a des petites différences qui sont intéressantes parce que, par exemple, on va avoir sur le procès-verbal le nom du courtier ou de l'agent. Alors que sur le catalogue de vente, la personne comme Rollin, par exemple, qui a noté ses catalogues, va nous dire directement qu'en fait, il achète pour le musée de Lyon ou pour le musée de Nantes. Donc ça, c'est intéressant de comparer les deux. Voilà, ce sont vraiment nos principales sources. Après, on peut croiser avec d'autres choses, mais pour le répertoire des ventes, c'est vraiment l'essentiel. Je
voudrais faire un petit commentaire à cet égard. En fait, il faut une réserve, en fait. C'est que les catalogues de vente, il ne faut jamais oublier que ce sont des objets commerciaux au marketing. Hein, et donc, évidemment, se glissent dans ces catalogues des fausses informations. Et donc, la relève de ces informations, pour être exploitable, doit littéralement être croisée avec des documents administratifs. Et donc des bordereaux de vente, des éléments véritablement tangibles, donc qui supposent que ce soit tombé dans le domaine public et donc versé dans les archives. Et voilà, c'est la remarque que je voulais faire, parce qu'il faut prendre cette littérature particulière vraiment pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des documents commerciaux. Et quand on travaille avec des acteurs du marché de l'art, on sait parfaitement qu'il y a certaines provenances qui, en fait, derrière lesquels se cachent des faux, des objets trafiqués, etc. Alors, je te remercie d'autant plus que, Laure, c'est très bien qu'on travaille sur les mêmes sujets. Donc, on travaille sur les mêmes problématiques actuelles sur le marché de l'art contemporain. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut redire en permanence. C'est-à-dire que ces catalogues de vente sont des catalogues pour vendre. Donc, évidemment, quand il y a des mentions de provenance, elles ne sont pas nécessairement à suivre au pied de la lettre. Malheureusement, on dépend souvent uniquement de ça pour le 19e siècle. On est parfois obligé de leur faire confiance. Mais il y a des mentions de provenance, par exemple, comme Nola, qui sont parfois, j'ai envie de dire, un terme générique. C'est-à-dire que c'est simplement parce que c'est la typologie des vases que l'on trouve à Nola. Et donc, on va dire que c'est Nola parce que c'est vendeur, quelque part. Donc, effectivement, il y a une distance à prendre par rapport à ça. Et puis, évidemment, il y a tout le problème qui se développe au fur et à mesure du 19e siècle avec la croissance des lois dont on parlait tout à l'heure de protection du patrimoine, qui gênent énormément les marchands et les archéologues aussi d'ailleurs, et qui vont provoquer, j'ai envie de dire, de plus en plus de manipulations à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans l'écriture des catalogues et puis évidemment dans le pédigré que l'on va donner aux objets. Les catalogues de vente vont commencer évidemment de plus en plus à tricher. Et c'est peut-être ça aussi qui sépare pour Thalès de Titschkevitch, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux périodes différentes. À l'époque, pour Thalès, ces questions ne se posent même pas. À l'époque de Titschkevitch, le fait de voir passer comme ça ces objets pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois dans sa collection avant de rejoindre le marché parisien, ça pose déjà des questions à cette époque-là. Juste une petite remarque encore. Déjà, c'est l'occasion, je pense aussi, de rendre hommage à Olivier Masson, qui dirigeait le Centre d'études chypriotes et qui, le premier, dans les années 80-90, avait compris la nécessité en fait de dépouiller systématiquement les catalogues de vente, notamment chez Sotheby's, Christie's ou Bonham, pour collecter et construire un fichier très important qui était d'ailleurs déposé au musée du Louvre dans le département des antiquités orientales, quand Annie Cobet était à la direction, et qui était une mine d'informations. Donc voilà, c'était... Si on est dans l'hommage, alors à ce moment-là, j'aimerais bien juste faire un hommage à quelqu'un d'autre, c'est Nicolas Plaoutine, qui a été un des grands savants des vases jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et qui lui aussi a vraiment initié ce processus pour les vases antiques, de dépouillement systématique des catalogues de vente pour retrouver la provenance des vases. Donc c'est un deuxième hommage. D'autres... Alors, Alessia. Après votre passionnante exposé qui, justement, permettra à certains d'aller plus loin, une question double. La première, je crois que tous les débats de ce colloque sont en ligne. Et peut-être rappeler à tous ceux qui n'ont pas pu y assister ou qui voudraient revoir ces débats, sur quel site ou est-ce qu'il y a une adresse particulière Internet sur lequel on puisse aller. Et autre question, le répertoire des ventes et tous ces travaux aussi peut-être nous rappeler, et à l'intention notamment des étudiants, le site et l'adresse du site sur lequel on peut trouver tout ça. Ah oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre directement en ligne. Alors, les vidéos concernant ce colloque, vous les trouverez sur le site de l'INHA et sur YouTube. Vous trouverez ça facilement. L'INHA a une page spécifique YouTube, donc vous retrouverez ces vidéos-là. Pour ce qui concerne tous les documents et toutes les données que nous amassons depuis maintenant 8 ans à l'INHA concernant les ventes d'antiques, nous avons évidemment une base de données, mais évidemment scientifique, un peu compliquée, qui est la base de données Agora. Donc Agora avec un H après le R, que vous trouverez facilement. Mais beaucoup plus simplement, nous avons le site de data visualisation. Donc tout attaché, c'est ventedantiques.inha.fr.
Et vous trouverez aussi un carnet de recherche sur lequel tous les éléments du PowerPoint en bonne qualité et surtout sans problème de compatibilité se trouveront. Donc c'est ventedantique.hypothèse.org. Donc vous trouverez ça facilement. Merci. Alicia, la dernière question sur cette intervention. Merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter Morgane Belzic pour ce travail incroyable, pour avoir travaillé moi-même sur la collection pour Thalès Gorgé. Je sais à quel point il y a d'éléments difficiles parfois à retrouver. Je trouve que vous avez fait un travail vraiment incroyable. Et j'ai une petite question de curiosité, parce que je vois que vous avez beaucoup travaillé aussi sur les prix des objets. Je me suis intéressée dernièrement à un vase, un très haut cabinet des médailles, en 1856, comme étant déjà accompagné d'un certificat qui atteste qu'il avait été découvert par Fauvel et qu'il appartenait, en fait, c'était l'urne de Simon, donc attribué, on parle de ses attributions abusives, donc attribué à Simon. Et étonnamment, j'étais surprise de voir que le vase n'avait été payé que 63 francs, vendu aussi par Charpillier, qui est le même commissaire-priseur donc de la collection pour Thalès Gorgé. Et dans mes recherches, je ne me suis pas étendue beaucoup sur les prix des objets, mais donc c'est là une question que je me pose. Si vous avez des informations pour voir quels objets atteignent des prix supérieurs, vous avez montré quelques exemples, mais voilà, j'étais interpellée par le fait que parfois des objets presque identiques atteignent des prix vraiment très différents avec des grands écarts. Si vous pouvez en dire un peu plus par rapport à vos recherches, si vous avez des éléments sur ces valeurs marchandes. Alors d'abord, c'est une bonne nouvelle, un nouveau Fauvel, j'ai envie de dire. Ça, c'est extraordinaire. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Alicia a beaucoup travaillé sur la collection Fauvel, c'est un de ses domaines de recherche depuis très longtemps, et c'est une des collections, voire la principale collection primitive, j'ai envie de dire, d'objets issus de fouilles en Attique et en Grèce. Donc c'est fantastique juste d'en trouver un. Pour ce qui est du prix des vases, je suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Je pense que Cécile Colonna, Négine Mathieu et Martine de Noël peuvent en parler mieux que moi. Simplement, concernant la vente pour Thalès, l'œuvre que j'ai montré tout à l'heure, l'Amphore des Amazones de Chantilly, la raison pour laquelle elle a été achetée pour ce prix-là, elle est très claire. C'est parce que Visconti s'y était intéressé, le premier grand conservateur du musée du Louvre pour les antiquités, et Visconti avait consacré un très long essai à ce vase-là, qui fait qu'il l'a rendu célèbre et que le duc d'Aumale a voulu s'en emparer à tout prix. Et donc, Trichetti avait visiblement pour ordre d'acheter ce vase, quoi qu'il en coûte, au sens propre du terme. Ce qui explique que 5 objets achetés par Trichetti atteignent finalement l'équivalent de 76-80 autres objets achetés par Rousset. Donc ça, c'est un premier élément. Après, je laisserai peut-être Cécile répondre pour le reste. Oui, alors la question des prix, c'est toujours une question cruciale pour nous. Et alors là, je vous renvoie encore à Agora et surtout aussi de data visualisation, puisque c'était un des intérêts de ce programme, c'est de de publier tous ces prix. Et sur le site, sur la piste des œuvres antiques, tu peux voir sur les ventes qu'on a publiées tous les prix année par année. Et tu peux faire des tris par vase, sculpture, etc. Et ça te permet d'avoir des éléments de comparaison, puisqu'évidemment il y a des fluctuations aussi importantes en fonction de l'évolution du marché de l'art, mais c'est un tableau sur lequel interactif, donc il ne faut pas hésiter à aller voir, et ça donne des données un peu plus concrètes, parce qu'effectivement il y a des très grandes disparités. Après, la question des évolutions de prix des ventes publiques est une question extrêmement... La valeur est contextuelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre ça au sein de périodes historiques, de processus historiques. Morgane a montré que dans les années 1870, il y a une baisse voilà, des prix, il y a une baisse des ventes également. Il faut réintégrer la scène parisienne dans la scène européenne également, en termes de salle des ventes. Et puis, il y a un certain nombre de paramètres psychologiques, scientifiques également, qui peuvent jouer pour donner à un objet qui est assez semblable à un autre une valeur particulière, par exemple par qui il a été détenu, etc. Je voulais faire juste une petite remarque à propos justement de cette valeur des objets. Dans la communication de John, donc, qui a suivi, on a vu avec une notice du musée de Montréal, un extrait de l'inventaire, disant que le vase avait été obtenu des héritiers eux-mêmes du sculpteur qui s'appelait, j'ai oublié son nom, mais le nom était écrit. Et
Par contre, la mention que ça venait de la collection Bourguignon n'était pas, de manière antérieure, n'était pas portée. Or, la provenance de Capoue, qui, elle, était mentionnée, était justifiée par cette collection antérieure. Et ça, c'est quelque chose qui m'éclaire, moi, sur des choses qu'on rencontre dans les inventaires ou dans les livres d'entrée des musées quand on est conservateur. On a des provenances qui accompagnent une collection, mais on n'a absolument aucune preuve. On se dit, qui a dit ça? Est-ce que c'est le collectionneur? Et en fait, ces provenances peuvent aussi venir d'un cabinet antérieur, d'une vente antérieure. C'est le cas pour Durand, par exemple. Il avait acheté dans un certain nombre de cabinets. Tout d'un coup, il y a une provenance. Probablement, la provenance est d'origine, elle est initiale. Elle peut avoir une vraie valeur, puisque là, en l'occurrence, la provenance de Capoue, elle avait une vraie valeur par rapport aux fouilles qui ont été faites par Bourguignon. Mais elle peut aussi ne pas avoir de valeur. Mais son taux de valeur, je dirais, est assez fort. Le problème, c'est pas qu'on perd la provenance, c'est qu'on perd la source de la provenance. Et donc, c'est un phénomène que Morgane a mentionné aussi, c'est cette perte progressive, parce que c'est remplacé par d'autres valeurs. Le fait apparemment d'acheter un vase aux héritiers du sculpteur est plus important que de savoir que le même objet venait de telle collection auparavant, dont venait aussi la provenance. Voilà. Juste un élément pour rebondir sur les éléments psychologiques. Il faut aller en salle des ventes pour se rendre compte aussi de ce que c'est. Et pour le cas de la vente Portales, il faut imaginer ce que c'est d'être dans des petites pièces qui sont finalement pas très grandes à l'intérieur de l'hôtel de Portales. Et dans des moments précis, on voit très bien qu'il y a des fluctuations de prix, des prix beaucoup plus élevés. Par exemple, le premier jour, les premières heures de la vente, on commence par des ventes de bronze. Et on a une pléthore d'acteurs complètement inconnus au bataillon dans les autres ventes. Et en fait, avec des prix absolument fous pour des osselets en bronze d'époque romaine ou des morts de chevaux. Et en fait, on comprend mieux les choses quand on voit apparaître à peu près à la 8e ligne du procès-verbal le nom de Napoléon III. C'est que Napoléon III assiste en personne à l'ouverture de la vente Portales. Et là, d'un seul coup, il y a les mondains qui arrivent, les maréchaux d'Empire, et qui viennent simplement prendre part au jeu initié par l'empereur. Je crois qu'on va passer quand même à d'éventuelles questions ou remarques sur la présentation suivante, l'intervention de John Vukelatos sur la collection Alfred Bourguignon. Oui. Alors, peut-être il faudra le faire en anglais, ou alors on essaiera de traduire. En grec, je pense. En grec. Parce que mon anglais ne sera pas suffisant. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté que je participe à ce colloque. Je m'appelle Vasiliki Castellana, je travaille à la Villa Kyrillos, je suis chargée des actions éducatives et culturelles et je suis vraiment ravie d'écouter la conférence de John Vukelatos parce qu'on communique par mail avec lui depuis un an. Je vous dis entre nous que je ne l'avais pas pris très au sérieux au début. Je pensais que c'était quelqu'un qui faisait des travaux, mais on reçoit beaucoup de courriers. Je vais lui traduire en grec, si vous voulez. Et quand j'ai vu son travail, tout ce qu'il a fait pour nous, pour la Villa Kyrillos, pour le vase, j'étais vraiment agréablement surprise parce que nous n'avons pas de documents comme Théodore Hénac venait d'une famille juive. Après sa mort, il y avait les Allemands qui avaient brûlé beaucoup de documents et nous avons très peu de choses sur la provenance des vases. Donc, avec toutes les découvertes qu'il a fait, maintenant, nous pouvons, comme nous avons un public scolaire très important, nous pouvons bien mettre tous ces travaux en avant et rectifier même des documents qui étaient faux sur les dates des vases. Donc, je le remercie vraiment beaucoup. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για όλη την εργασία που έκανες. Just one comment. Just with the Villa Kyrillos vases had been published by Dietrich von Bothmer. And in that article, there was no provenance. However, in a supplement and a footnote, there was a conversation between the author of the footnote and Dietrich von Bothmer. And he had mentioned in that footnote that the vases had been acquired, but the date of the auction was completely wrong. It was a 1910 auction, and I can't remember the date, but it was misleading, and there was no reference to the Bourguignon provenance, although there was a reference to a previous sale. So some of I think Dietrich von Bothmer had known all this. He hadn't published it in his original article, and the conversation he had with the author of the footnote had been misconstrued by the author and misled people. But in fact, as I say, almost certainly Dietrich von Bothmer had known about this. Now, I think the 1869 provenance
which Ruggiero had published in the 1885. I don't think that's been referenced previously, and I'm pretty sure with the same fine site of Santa Maria de Capua and the inscription underneath, and the fact that there's only 6 Nola Amphora, I'm sure that almost certainly, we can't be 100% certain, but with that other Castulo cup that also entered the Bourguignon collection from the same excavation site, we can be fairly confident we've pushed the provenance back from 1901 to 1869. But you know, it's always circumstantial. François Alcaraz. C'est juste un détail, mais c'est à propos de la Villa Kérylos et de Théodore Reynac. Théodore Reynac a légué sa bibliothèque à l'Université de Paris, en partie. Et dans la bibliothèque de Théodore Reynac, qui était à l'Institut d'art et d'archéologie rue Michelet, il y a un petit catalogue de la vente Branteghem, annoté de la main de Théodore Reynac, avec des annotations égaux comme acheteur, et la mention pour un vase qu'il a été brisé par le vent à la Villa Kérylos. Donc ce document, je l'ai photocopié plusieurs fois. Bottmer en avait une copie. J'en avais une copie aux collègues de Bruxelles, voilà, Tena Tsingarida, merci. Et il est à votre disposition, évidemment. C'est des annotations pendant la vente. Il y a même des petits dessins. C'est assez chouette. Et je peux supposer qu'il y en a d'autres quelque part. Voilà. Parce que la Villa Kérylos, elle a en effet été occupée par les Allemands, mais c'est en 40. Théodore, il est mort beaucoup plus tôt, et ses archives, elles sont quelque part, je pense. Hein. Peut-être à l'Institut, là on saura sans doute plus que moi. Voilà. And I also wanted to thank you about Bourguignon, and I had a question about Phoebe Hearst and the Berkeley collection. Do you have any more detailed elements about that connection between the sale, Bourguignon, and the arrival in Berkeley? There was a name you gave, which... Yeah, Alfred Emerson was the agent. So if you go to the Berkeley website, okay, all the Phoebe Apson-Hearst vases are listed there, including the Alfred Emerson connection. But as I say, from the annotated catalogue, we can be certain that he was acting as the agent. And there were actually antiquities. I mean, one of the things that becomes confusing is that a lot of, there were collectors and dealers. And as we know, for example, Arthur Sambon, Ercole Canessa, Julio Sambon, they were both dealers and collectors, and there were sales of those individuals' own private collections. And the same thing happens with Emerson. He also was a collector as well as a dealer and a buyer. So it becomes a bit confused to know whether, you know, Emerson bought the vases and then later on Phoebe Apson-Hearst said, you know, I like that, can I buy that off you? Or whether he was acting on behalf of her. It's not, one can never be certain. But look, there are archives at Berkeley, which unfortunately, having spoken to Andy Stewart, I suppose. And I've been in communication with Professor Andrew Stewart, and unfortunately those archives are still archives and unopened, and they're waiting for someone to open them and go there. In fact, he invited me, but I said maybe when I retire from medicine. But the answer to the question I can't provide, but that the intermediate will be Alfred Emerson. Thank you. Interestingly, with the William Hearst vases, again the intermediary was Fernand Roberts, but he also seemed to act for other people. For example, the Praenestan sister that is now in the Kessner Museum in Hanover, that was purchased by Fernand Roberts, but obviously didn't go to William Randolph Hearst and ends up in the collection in Hanover. So it's a complicated process. Sure. Excusez-moi, je pense que nous allons devoir nous passer aux dernières questions sur la communication de Susana Sucy Garcia sur le marché de l'archéologie des antiquités précolombiennes. Et puis on ira faire la pause parce qu'il faut vraiment avancer. Donc y a-t-il questions, remarques sur cette communication qui a éclairé un pan encore très mal connu finalement de cet autre commerce très lié à la politique, à l'histoire politique française? Oui. Bon, merci pour cette communication si intéressante.
Je voudrais juste savoir, je suppose que vous n'avez pu déterminer quelles étaient les indications sur les petites étiquettes que vous avez signalées dans les photos. Est-ce qu'il y avait des informations, par exemple, oui, voilà, ce serait compliqué, j'imagine. Mais est-ce que vous savez, par des catalogues ou autres sources, s'il y avait des indications des sites découvertes? Est-ce qu'il y avait... c'est une question plus générale sur le classement qui aurait fait... pour même dans le commerce, même dans une boutique d'antiquité, il y a souvent des indications sommaires. Est-ce que vous avez une idée de comment il classait pour vendre? Alors, dans le cas des étiquettes sur la photo, malheureusement, la résolution de la photographie n'est pas suffisante donc pour pouvoir regarder ça. Mais par contre, dans pas mal de ces catalogues, par exemple dans le catalogue manuscrit, en fait, Boban a fait des notes assez exhaustives où il dit à peu près d'où proviennent les pièces. On sait que la plupart des pièces qu'il vend viennent de la zone de la vallée du Mexique, donc vraiment du cœur de l'Empire aztèque. Il fait des mentions de temps en temps où des correspondants qui lui écrivent font mention des travaux que Boban ou ses agents ont menés dans tel site et dans tel site au Mexique. Mais après, ça, évidemment, il reste la question de la précision de ces renseignements. Après, dans ces catalogues destinés plus à un public plus large, donc aux acheteurs curieux ou occasionnels, les indications restent assez vagues et dans la plupart des cas, on indique par exemple juste Mexique, archéologie précolombienne, trouvée dans la vallée de Mexico. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. Oui, voilà, encore une fois, vallée du Mexico, etc., parce que ça reste quand même une partie du monde qui est assez mal connue géographiquement dans le détail par les Européens. Donc, pour la plupart des gens qui pouvaient passer dans la boutique de Boban, indiquer un site et un autre, ça aurait aucune signification pour la personne qui veut acheter, autre de savoir que c'était bien une belle céramique péruvienne ou en antiquité mexicaine. Parce qu'au-delà du terme aztèque, je pense qu'on n'a pas, ou Inca, aztèque, je pense qu'on n'avait pas vraiment d'autres repères à ces cultures préhispaniques. Pensez qu'on connaissait encore très très mal dans les années 80, par exemple, les Mayas. Donc on venait de les découvrir. Donc c'est pas étonnant non plus qu'au moment dans les documents qu'il produit pour faire publicité de ces objets qui n'existent pas cette volonté qu'il ne cherche pas à présenter des origines des pièces comme on peut le faire, comme on a vu dans les cas des antiquités classiques où ces informations sont extrêmement détaillées, aussi par la réputation des sites de provenance dans le monde classique. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et beaucoup d'autres questions à poser, j'en ai moi-même, mais je crois qu'on va s'arrêter pour la pause. De combien de temps? 10 minutes. 5 minutes? 10. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Voilà.